Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Alors, je sais, je dis tout le temps un peu spéciale, mais non, aujourd'hui, c'est pas une vidéo de cuisine ou de recettes ou de techniques culinaires, c'est une vidéo BTS diététique. Bon, elle risque d'être un peu plus longue que d'habitude parce que j'ai strictement rien préparé. Il y a des internautes qui m'ont demandé au travers des différents groupes Facebook, forums, etc., un peu quelle était mon expérience en BTS à distance, le fait que ce soit une reconversion, que j'ai fait ce BTS en parallèle d'un boulot à plein temps, etc., etc., etc. Donc je me suis dit, c'est bon, il fait moche dehors, c'est la tempête, donc c'est le jour idéal pour filmer cette vidéo où j'ai quand même quelques notes parce que mon BTS date quand même de 2015, donc c'est pas comme si j'avais un petit peu oublié certaines choses, mais ça risquerait d'arriver. Et parce que vous savez que je l'ai fait en 3 ans. En fait, j'ai fait mes 2 premières années. Je l'ai pas fait en progressif, le BTS, mais finalement, ça s'est transformé en progressif. En fait, je travaillais à plein temps, etc., etc. Et cetera. Et j'étais expat. Pour ceux qui ont vu ma vidéo de présentation, non, c'est par là. J'ai travaillé pendant toute ma vie à l'étranger. On n'a pas de compte CPF, nanana, etc. Tout ça pour dire que les stages du BTS, c'était pour ma pomme, sur mes congés payés ou des congés sans solde. Donc, il fallait que je m'arrange avec mon patron qui voyait pas très bien l'intérêt que je fasse le BTS à cette époque-là. Donc tout ça pour dire que je n'ai pas réussi à faire toutes mes semaines de stage thérapeutique en deuxième année. Donc j'ai eu un zéro éliminatoire à la présentation du mémoire, puisqu'on ne peut pas présenter le mémoire sans avoir fini ses stages, logiquement. Ce qui fait que j'ai fini mes stages et j'ai passé mon mémoire en troisième année. Voilà, ce qui explique pourquoi j'ai eu un parcours un petit peu plus long que la plupart d'entre vous. Le BTS diététique qui prépare donc à devenir diététicien, diététicienne accessoirement. Donc c'est un métier qui est, je dirais, à la fois connu parce que diététique, tout le monde connaît, mais à la fois méconnu parce que on a tendance à associer vraiment le diététicien avec la personne qui va te faire perdre du poids. Le diététicien, il n'est pas là que pour te faire perdre 3 kilos, quoi. Il va intervenir en restauration collective. Donc, par exemple, c'est les gens qui vont établir les menus de vos enfants dans les cantines, dans les EHPAD. Il va pouvoir intervenir aussi en milieu hospitalier. Donc, il va suivre des patients qui ont des pathologies, mais diverses et variées. Enfin, moi, quand j'étais en stage, j'ai fait de la cardiologie. Donc, j'ai suivi des patients qui avaient des atteintes cardiovasculaires. J'ai même eu l'occasion d'aller assister à une intervention chirurgicale. Si je retrouve la photo, je vous la mettrai là, genre avec ma Charlotte, mon masque en mode Grey's Anatomy. Enfin, j'ai assisté à la pose d'un stent, quoi. Donc, j'ai fait aussi de la néphrologie. J'ai suivi des gens qui ont qui avaient des insuffisances rénales, etc. Enfin, j'ai trouvé que c'était tellement intéressant. Évidemment, vous pouvez faire aussi vous installer en libéral. Vous pouvez aussi faire du conseil, donc intervenir dans les écoles, dans les entreprises. Moi, par exemple, dans l'entreprise où je travaille, donc dans l'hôtellerie, on a eu une intervention d'une diététicienne pour un atelier autour du bien-être et du bien manger en vue de réduire son stress au travail. Alors moi j'ai fait le BTS, mais j'ai choisi, donc c'est un choix conscient, de ne pas exercer. Bon, j'ai pas besoin de me justifier, mais je vais quand même vous donner deux, trois petites infos à ce sujet, parce que sinon vous allez vous dire pourquoi elle s'est embarquée dans 3 ans d'études si elle voulait pas en faire son métier. Bon, moi je travaille dans le tourisme, dans l'hôtellerie pour être plus précise. Et il y a toujours un moment donné dans ta carrière ou dans ta vie où tu commences à te remettre en question, te demander si tu as bien choisi ta voie, si c'est vraiment ça que tu veux faire, etc. Et moi, en fait, ça, c'est arrivé aux alentours de mes 25 ans, quand j'ai commencé à envisager avoir un enfant. C'est très difficile, en fait, de concilier la vie professionnelle et la vie privée parce que on peut être sollicité à travailler des week-ends, des jours fériés, le soir, etc. Et du coup, pour moi, c'était un peu incompatible avec le fait de fonder une famille. Alors, je dis pas que les gens qui travaillent dans les hôtels ne peuvent pas avoir d'enfants, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais bon, voilà, je trouvais que c'était pas très facile de concilier les deux. D'autant que mon mari travaillait aussi dans l'hôtellerie, donc on avait des plannings qui étaient même pas compatibles.
À l'époque, j'étais en expat, je travaillais 6 jours sur 7, 50 heures par semaine. Donc, je travaille encore 50 heures par semaine, mais maintenant, c'est sur 5 jours, donc ça passe mieux. À cette époque-là, je me suis dit, ah bon, voilà, je veux me reconvertir, je vais m'orienter vers une voie, on va dire, qui m'intéresse, mais où j'aurai un rythme qui va être un peu plus, on va dire, adapté. Et il se trouvait que je faisais énormément de sport et tout ce qui avait trait à l'alimentation, etc., c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Donc, je me suis dit, je vais me lancer là-dedans. Et l'avantage, c'est que donc ce BTS comporte également toute une partie sur la microbiologie, l'hygiène alimentaire. Et cette partie-là pouvait accessoirement être importante pour le boulot que j'occupais, puisque j'étais responsable qualité. Pour moi, c'était d'une pierre deux coups. Entre-temps, en fait, j'ai changé de travail. J'ai obtenu un nouveau poste, de nouvelles responsabilités, puis j'ai changé l'entreprise, j'ai changé de pays puisque je suis rentrée en France. Quand j'ai fini mon BTS et que je pouvais enfin me reconvertir, bah, c'était plus forcément intéressant de le faire parce que bah, les métiers de la diététique, il y a beaucoup de candidats, il n'y a pas énormément de postes ouverts. Faut dire ce qui est au niveau de la rémunération, c'est pas folichon. Voilà, c'est pas une carrière où vous allez vraiment faire fortune, quoi. Je ne fais pas fortune non plus actuellement, mais on va dire que d'un point de vue logistique, financier et tout ce que vous voulez, c'était plus intéressant pour moi de rester salarié. Ce chapitre étant clos, passons à la suite. Et vous parlez du cursus normal. Vous pouvez le faire soit en progressif. Alors, je vais pas trop vous en parler parce que c'est pas la formule que j'ai choisie et j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Je vais vous parler de la formule que moi j'ai choisie, c'est la formule globale. Donc en fait, le BTS, il se décompose en 2 ans. Je conseille d'être issu d'une filière scientifique ou à minima ES ou d'avoir des facilités à comprendre un peu toutes ces matières-là. Moi, j'ai fait une filière ES. J'étais pas spécialement brillante en maths, ni en physique-chimie d'ailleurs. Pour vous dire, moi j'étais dans un lycée bilingue. Donc en fait, les matières scientifiques, je les avais en anglais. Donc déjà, faire de la biochimie en français, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, mais alors en anglais, laisse tomber. J'étais complètement larguée, je devais avoir 4 de moyenne. Enfin, c'était vraiment ma bête noire, je détestais ça. Peur. Donc avant de m'inscrire, j'avais été sur le site du CNED et à l'époque, alors je sais pas si c'est encore le cas, mais à l'époque, on pouvait télécharger en fait les programmes de Terminal S gratuitement. C'était des PDF, genre de 150 pages, et notamment tout ce qui était les ions, les circuits électriques, enfin tout ce qu'on voit en Terminal S. Et donc, je me suis inscrite en BTS. Je sais même plus si j'ai pris la mise à niveau ou pas. Honnêtement, j'ai oublié. À l'époque, on recevait les cours en papier. J'ai cru comprendre que depuis quelques années, c'est des cours en PDF. Je ne sais pas s'il y a toujours l'option papier ou pas. Si c'est le cas, spécifiez-le en commentaire, histoire d'agrémenter un peu les infos que je vous donne. Donc, les matières qui sont étudiées en BTS diététique. Donc, on a le E1, c'est base scientifique de la diététique. Donc, on a biochimie, physiologie. Ça, c'est des matières qu'on voit en première année. Et on a également aliments et nutrition. Ensuite, on a E2, base physiopathologique de la diététique. Ça, c'est une matière qu'on passe, il me semble, en deuxième année. En fait, et qui vont venir préparer vos stages thérapeutiques. Donc, en fait, on va voir un peu toutes les pathologies liées ou non à la nutrition, mais en tout cas, les pathologies pour lesquelles on peut envisager un suivi nutritionnel et diététique. Ensuite, on va avoir E3, économie-gestion. À E4, présentation et soutenance du mémoire. Donc, on a E5, épreuve professionnelle de synthèse qui se décompose en 2 sous-parties. Et en fait, ces 2 épreuves-là vont venir vous donner une note pour le module E5. Donc, on a l'étude de cas où on va vous parler, comme son nom l'indique, une étude de cas où vous devrez vous imaginer suivre en fait un patient, faire sa ration, donner des préconisations, etc. En fait, ça fait un lien aussi avec la physiopathologie. Et on a l'épreuve. Alors, ils ont changé l'intitulé. Apparemment, maintenant, ça s'appelle mise en œuvre d'activités techniques d'alimentation. J'arrive même pas à le dire tellement que c'est compliqué. Donc, à mon époque, ça s'appelait technique culinaire. Donc,
En gros, c'est une épreuve de cuisine, une recette imposée, ou alors ils vont vous dire, par exemple, préparer un dessert amylacé, préparer une préparation à base de poisson, etc., adapté à un type de population, donc par exemple les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, etc., le sportif, etc., ou alors peut-être adapté à une pathologie ou une intolérance. Ensuite, on a le module E6, la langue vivante étrangère, donc l'anglais qui maintenant apparemment est devenu obligatoire. Dites-moi si je me trompe, mais à mon époque c'était optionnel, donc c'était une bonne manière de grappiller des points. Maintenant que je vous ai présenté toutes les matières à passer à l'examen, on va passer vraiment à mon expérience, comment j'ai vécu ces 3 années, comment j'ai géré mes stages, comment je me suis préparée au mémoire et surtout comment j'ai fait pour mener de front le BTS, donc les études et mon boulot à plein temps. À l'époque, j'étais donc salariée, j'étais en expat, je travaillais 6 jours sur 7, à peu près 50 heures par semaine, donc c'était des journées qui étaient correctes, hein. Je finissais aux alentours de 17h, 17h30, mais néanmoins, c'était quand même 6 jours sur 7. Comme j'ai vu honnêtement la masse, enfin déjà le gros carton de cours et la masse de travail et le nombre d'heures pour mener à bien ce BTS, je vous avouerai que j'ai un tout petit peu paniqué. En fait, je me suis concentrée sur les matières où je savais que j'allais galérer. Genre, je me suis plongée directement dans la biochimie parce que je savais que si je me mettais pas... Vous savez, c'est comme quand on veut rentrer dans une piscine un peu fraîche. Bah, en ce qui me concerne, il faut y aller d'un coup d'un seul, sinon c'est mort, j'abandonne. Donc, c'est ce que j'ai fait un petit peu avec ces matières-là. J'ai mis de côté tout ce qui me semblait relativement accessible, genre éco-gestion, etc., parce que j'en avais déjà fait quand j'étais en école de commerce. Et je me suis concentrée vraiment sur les matières où j'allais galérer et perdre beaucoup de temps. Le CNED, donc moi je l'ai fait avec le CNED, il vous donne aussi un calendrier prévisionnel, etc. Paraît-il qu'il est très bien, mais moi ça me convenait pas du tout. J'aime pas qu'on m'impose un cadre. Et en plus, avec le travail, je savais très bien que je pouvais pas respecter le nombre d'heures, etc., etc. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, je le fais à mon rythme et comme je veux. Donc, je suis pas sûre que ce soit la meilleure manière de procéder. Autre chose, et quelque chose qui est hyper important à savoir, c'est qu'il y a énormément de choses à apprendre par cœur dans ce BTS. Quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Je me suis inscrite, j'avais fini mes études depuis bien longtemps, où j'avais plus du tout l'habitude d'apprendre des choses par cœur. Je dirais, par exemple, il faut connaître la formule du glucose, du galactose, du lactose, etc. Il faut connaître par cœur le tableau simplifié des compositions nutritionnelles. Il faut connaître par cœur toutes les pathologies communes qui figurent dans votre livre, les incidences donc sur la santé, les traitements diététiques adaptés, rations, enfin ce qu'ils appellent les RNP, donc anciennement les ANC, donc les RNP maintenant c'est la référence nutritionnelle pour la population. À l'époque on appelait ça des ANC, donc les apports nutritionnels conseillés, les grammages, etc. Enfin il y a les recettes, il faut connaître par cœur toutes les recettes et les techniques de base que vous verrez en BTS. Bref, faites fonctionner votre mémoire et mangez du poisson parce que vous en aurez besoin. Donc, en première année, vous aurez également des stages en restauration collective à faire. Donc, ce qu'on appelle restauration collective, c'est donc des stages dans des cantines, dans des cuisines centrales, ce genre de choses-là. Ce qui vous demande, c'est de faire un stage en liaison chaude et un stage en liaison froide. Donc, la liaison froide, c'est typiquement une cuisine centrale, donc où il y a des gros volumes qui vont être préparés. Trouver des stages en BTS, donc c'est la croix et la bannière. J'ai une vidéo ici qui parle de comment trouver un stage thérapeutique de 2e année. Donc, je ne vais pas vous refaire toute la vidéo, mais sachez que vous devez quand même vous y prendre relativement à l'avance et ratisser large. Qu'est-ce qu'il faut faire en stage de restauration collective? Il y a certains éléments qui sont obligatoires en fait dans les stages. Donc, excusez-moi s'il y a des petits bruits de page, c'est parce que en même temps, je suis en train de feuilleter mon mémoire pour ne rien oublier. Ils vont vous demander déjà de survoler à peu près tout ce qui a trait à l'hygiène. La marche en avant, notamment de réaliser un schéma de la cuisine et annoter en fait les différents circuits propres, sales, etc. C'est quelque chose qu'on peut vous demander aussi à l'examen, aussi à faire.
donc avec les délimitations des zones propres, sales, etc. Moi, ce que j'ai fait aussi, c'était pas forcément demandé, mais je trouvais que c'était intéressant et le jury m'a dit que c'était bien de l'avoir fait. J'ai réalisé en fait un petit audit hygiène HACCP. Ça, et il y avait, voilà, il était sur 2 pages et demie, donc c'est vraiment un petit audit hein, où j'ai abordé en fait différents points. Donc notamment, il y avait les locaux, donc l'entretien des locaux, le respect de la marche en avant dans le temps, la tenue, la propreté, etc., le port des EPI. Ensuite, j'avais un point sur toute la partie livraison, réception des marchandises, donc la prise de température, la traçabilité. Et le couple temps-température entre le temps où c'était livré et mis en chambre froide. Il demande aussi d'aborder tout ce qui a trait au GEM RCN, en fait, cadre un peu tout ce qui a trait déjà aux portions et également aux fréquences de ce qui va être présenté dans les cantines scolaires, enfin dans les restaurants en collectivité. Et de voir, voilà, de contrôler les fréquences, de contrôler la variété, de contrôler tout ça, tout ça. Donc ça, par exemple, c'est un élément obligatoire. Donc le contrôle l'évaluation en fait du plan alimentaire. Le stage en liaison froide, donc moi je l'ai fait dans une cuisine centrale. Donc là, il y avait la réalisation de plans alimentaires, donc sur 8 semaines dans le respect du GEM-RCN, etc. Donc ça vous entraîne aussi à élaborer des menus. C'est pas aussi facile qu'on le croit, hein, parce qu'il y a des fois où à la fois il faut qu'on respecte les fréquences obligatoires, mais à la fois il faut aussi tenir compte de la population à laquelle on s'adresse, donc en termes de texture, en termes de goût, d'épices, etc. Donc c'est pas aussi simple que ça. Il faut également faire une évaluation une analyse nutritionnelle, en fait, analyse des menus. Donc, pour la population ciblée. Donc, voilà à quoi ça va ressembler. Donc, on va avoir une ration avec les justifications de la ration. Et ensuite, on va prendre des menus et on va venir analyser donc en qualité et en quantité. En deuxième année, ça va être beaucoup plus orienté prise en charge des différentes pathologies. Forcément, puisque ça vous prépare en fait à vos stages de deuxième année qui sont des stages à visée thérapeutique. Donc, c'est dans le domaine hospitalier, dans le domaine médical. On va vous demander de prendre en charge des patients atteints de différentes pathologies. Vous avez 2 stages à faire qui durent 10 semaines de mémoire. Je sais pas si moi, à mon époque, c'était pas 9 semaines. Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment retenu 9 semaines. Et quand j'ai regardé dernièrement, c'était 10 semaines. Alors, je sais pas si ça a changé ou si c'est juste ma mémoire qui flanche. Donc, attention, sur ces stages-là, vous devez impérativement être avec un ou une diététicienne. Moi, j'ai failli me faire refuser un stage parce que la personne signataire de ma convention, c'était le cadre de santé en diététique. Et le CNED m'a dit, bah non madame, c'est pas un cadre de santé qui doit vous encadrer, c'est la diététicienne. Et moi je dis oui, mais le cadre santé diététique, c'est le chef de la diététicienne, donc c'est quoi le problème? Ils m'ont dit non, 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 ça doit être marqué diététicienne. Donc soyez vigilants à ça. Je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les écoles, mais moi en tout cas j'ai failli me faire refuser un stage. Vous aurez lors de vos 2 stages à prendre en charge 3 patients. J'ai suivi un préado qui souffrait d'obésité. J'ai suivi 2 patients lors de mon second stage thérapeutique. Donc j'ai suivi un patient donc, qui avait une pathologie cardiovasculaire et une patiente qui souffrait d'insuffisance rénale au stade terminal. Donc, ce qu'on vous demande dans ces stages-là, c'est notamment de prendre en charge ces patients, donc de réaliser le diagnostic diététique et ensuite, en partant de la pathologie dont souffre ce patient-là, d'établir justement une prise en charge diététique, ce qu'on appelle, c'est-à-dire d'élaborer un régime ou une ration adaptée, ainsi que des conseils nutritionnels pour le patient. Vous pouvez également vous appuyer sur le dossier médical du patient. Je ne sais pas si tous les hôpitaux vous donnent accès aux dossiers médicaux, etc. Moi, je sais que j'avais accès à absolument tout, que ce soit les analyses de sang, les radios, les diagnostics du médecin, etc. Je vous dis, j'ai même assisté à une opération, donc c'était vraiment super. Après, il faut surtout pas hésiter à montrer que vous avez envie de vous impliquer. Je veux dire, moi, on n'est pas venu me voir en me disant « Hey, est-ce que tu veux assister à la pose d'un stent ?»
C'est moi qui suis allée voir le chirurgien au service où j'étais et qui lui ai demandé si il avait l'amabilité de bien vouloir me recevoir dans son bloc. Faut vraiment être proactif, montrer que vous êtes intéressé, que vous êtes là, quoi, que vous êtes dans le game, que vous avez envie et que vous avez la niaque. Vous pouvez également créer un document avec des conseils hygiéno-diététiques adaptés à telle ou telle pathologie. Ça peut être intéressant aussi. Vous pouvez ensuite le mettre dans votre mémoire en annexe, par exemple. Il y a enfin un stage à thème optionnel à réaliser. C'est un stage qui, de mémoire, dure 3 semaines ou 4 semaines, je sais plus. Franchement, les durées, j'ai un peu oublié, hein, parce que ça fait quand même quelques années. Je l'ai fait en fait dans une association qui intervenait dans des établissements scolaires, etc., et qui faisait beaucoup de pédagogie en ce qui concernait l'obésité infantile. J'ai participé déjà à des ateliers, donc ça c'était super intéressant d'être directement au contact des différentes populations ciblées. Moi j'aime bien aussi tout ce qui touche à l'informatique, donc j'avais créé une espèce de jeu en ligne qui parlait en fait de l'équilibre alimentaire, mais qui avait but à être, comment dire, ludique pour les plus jeunes. C'était destiné à un public de CP, CE1, quoi. Enfin, il y a toute une partie qui s'appelle l'étude personnelle. Le sujet est libre et en fait, vous devez établir une problématique et, comme son nom l'indique, faire une étude personnelle autour de cette problématique. Autant de sujets possibles que d'étudiants. Franchement, vous pouvez le faire sur tout et n'importe quoi à condition qu'il y ait une incidence quand même, qu'il y ait un lien avec la diététique. Vous pouvez le faire sur les pathologies cardiaques, vous pouvez le faire sur la nutrition santé, vous pouvez le faire sur l'alimentation bio, mais sur les intolérances, sur tous les facteurs génétiques, enfin, vraiment tout ce que vous voulez. Il y a 2 sujets que je vous déconseille fortement pour 2 raisons différentes. La première, c'est éviter tout ce qui a trait au TCA. Donc le TCA, c'est les troubles du comportement alimentaire, l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie et tout ce que vous voulez. C'est des sujets qui sont très intéressants à mon sens, mais qui ont un facteur psy qui est tellement important que déjà que vous aurez probablement du mal déjà à bien ficeler votre étude. Le suivi de ces patients-là, il n'est pas uniquement diététique. Et souvent, il est plus psy que diététique. Souvent, c'est des problèmes psy qui ont engendré ces comportements-là et la prise en charge passe d'abord par la psychologie. Ouais, les TCA, c'est touchy, quoi. Le deuxième sujet que je vous déconseille sur votre étude personnelle, justement, c'est l'obésité infantile. Là, vous êtes totalement dans le thème, c'est quelque chose de super intéressant, on adore traiter ce sujet, mais moi, c'est quelque chose qui m'a été déconseillé par mon maître de stage parce que à l'époque, elle m'avait dit que le jury, ils envoyaient tellement. Genre, elle m'a dit, on entend au moins 10 présentations sur l'obésité infantile et c'est toujours traité de la même manière. Donc, elle m'a dit, le jury, il se fait chier. Elle m'a dit, on n'en peut plus de ce sujet, on veut voir autre chose, donc je te conseille vraiment de t'éloigner de ce sujet. En plus, si vous êtes hyper nombreux à traiter ce sujet-là, forcément, ils vont vous comparer aux autres. Et je pense que dès lors que vous êtes vraiment saisi de votre sujet, le jury voit en fait, et ça fait vraiment la différence de la manière où c'est perçu. Pour les examens, donc vous avez tout un tas de matières qui vont se passer voilà, par écrit, enfin je veux dire c'est scolaire. Mais maintenant, la calculatrice programmable n'est autorisée que si elle a le switch, vous savez, en fait, on éteint la programmation tout simplement. Donc, ça devient une bête calculatrice 1 plus 1, quoi. À avoir dans votre trousse tout ce dont vous avez besoin, gomme, stylo, feutre. Vous avez aussi des schémas à faire. Donc, pensez à prendre plusieurs couleurs de feutre ou de surligneur pour que ce soit clair, visible pour les gens qui vont vous corriger. Pensez à prendre de l'eau parce qu'il y a certaines épreuves qui peuvent être longues et peut-être de quoi grignoter. Habillez-vous confortablement. Moi, j'ai passé mes examens sur la Côte d'Azur et il faisait une chaleur, les gars. Donc, en ce qui concerne l'épreuve de cuisine, donc technique culinaire, là, pour le coup, les étudiants qui sont à distance, on est un tout petit peu défavorisés parce qu'on ne connaît pas la cuisine, on ne connaît pas le matériel. Nous, on s'est entraîné chez nous, dans notre cadre, etc. Moi, dans le centre où j'ai passé mes examens, ils proposaient justement aux étudiants à distance une visite de la cuisine la veille de l'épreuve. Donc ça, c'est quelque chose, si on vous le propose, allez-y sans hésiter parce que ça vous permet
pas vraiment de vous familiariser parce que c'est pas en 10 minutes que vous allez vous familiariser, mais au moins de repérer le lieu, de voir où se trouve le four, le frigo, nanana. On avait pu ouvrir les placards aussi pour regarder grosso modo ce qu'il y avait comme matériel. Et pareil, moi m'étant entraînée chez moi, mais j'ai tout le matériel possible, imaginable. Là, quand je me suis retrouvée dans la cuisine du lycée technique, je vous avouerai que j'ai un peu déchanté, quoi. Je voulais dresser mon dessert avec un joli cercle, machin, façon entremets, truc. Il y avait rien de tout ça. J'ai fini par dresser dans un verre, genre verre de cantine, quoi. Là, pareil, le jour de l'examen de technique culinaire, prévoyez un sac avec tout ce que vous pourriez avoir. Ensuite, c'est les gens du lycée qui vont vous dire ce à quoi vous avez droit et ce à quoi vous n'avez pas droit. Mais prenez le maximum. Moi, j'avais tout ramené, hein. Ma balance, mon fouet. Alors, faut pas oublier sa tenue, bien sûr, hein, sa blouse, sa charlotte, des gants, enfin des choses comme ça. Mais moi, j'avais tout ramené. Le thermomètre, la balance, la calculatrice. J'avais pris même mes poches à douille, j'avais tout pris. Et finalement, vous n'avez pas le droit d'avoir tout ça à l'examen. Par contre, il y a quelque chose que je n'avais pas emmené parce que je pensais que c'était fourni, c'est du sopalin. En fait, quand vous faites la marche en avant, etc., vous n'avez pas le droit au torchon en cuisine collective, c'est-à-dire. Et moi, bah, je pensais que c'était fourni, quoi. Enfin, je travaille dans un hôtel, donc il y a du sopalin partout en cuisine. Et donc, non, là, ça fait partie des fournitures que vous devez prévoir. Ce qu'il faut savoir aussi sur l'examen du BTS, c'est que vous avez le droit de garder vos notes. Donc, en formule globale, comme moi j'ai fait, vous avez le droit de garder vos notes supérieures à la moyenne pendant 5 ans. Je crois qu'en forme progressive, vous avez le droit de garder aussi les notes qui sont inférieures à 10, même si je ne comprends pas trop l'intérêt de garder des notes inférieures à 10, puisqu'ils vont faire plomber votre moyenne. Et si par malheur, il y a des matières que vous n'auriez pas validées, par exemple, moi, j'avais pas pu faire mon mémoire, donc j'avais eu 0 éliminatoire. Donc, j'avais gardé toutes mes notes de toutes les matières que j'avais validées et j'ai juste représenté le mémoire l'année d'après. Donc, je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout ce qu'on voit durant ces années de BTS. Dites-moi si j'ai oublié quelque chose, postez-le en commentaire si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers. Je réponds relativement rapidement en général. J'ai essayé vraiment de couvrir dans un temps relativement condensé à peu près toutes les questions qui m'ont déjà été posées sur ce BTS et sur l'organisation. Si vous avez des questions vraiment spécifiques au stage, encore une fois, n'oubliez pas de regarder la vidéo sur les stages thérapeutiques. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, ça fait toujours plaisir. Et si vous souhaitez recevoir les nouvelles notifications de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao!